Bonjour à tous, madame, messieurs, merci d'être des nôtres encore ce matin. C'est mardi et c'est la deuxième édition de la revue des grandes unes de la semaine, avec nos invités déjà sur ce plateau qui vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle que traitée par la presse. Alors, la nouvelle expression parle de l'affaire Bissek. Alain Ripet, quitte finalement le Cameroun, c'est le grand titre du journal. Une décision vient de faire du directeur général, administrateur Bissek et membre du directoire de la Caisse d'épargne Paul d'Outre-mer. C'est à lire en page 3 du journal. Le journal parle également du Parlement, comment le RDPC a torpillé la session de mars, c'est à lire en pages 4 et 5 de ce numéro. Droits de la femme, magistrats et avocats se concertent, donc c'était pour parler notamment de l'application de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. C'est dans le dossier en pages 6 et 7 de la nouvelle expression. Et puis on parle aussi de l'Afrique du Sud avec Winnie Mandela, qui est donc décédée, ex-épouse de Nelson Mandela et héroïne de la lutte contre l'apartheid, est donc décédée à Johannesburg. C'est à lire en page 12 de la nouvelle expression. Et puis on va lire autre chose. L'Info Matin qui est disponible et s'intéresse à la nécrologie. La misère emporte Onana Elundu, donc l'ancien défenseur des Lions Indomptables, est décédé dans un dénouement total dans la nuit de dimanche à lundi à son domicile à Yaoundé à l'âge de 67 ans. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal en page 11. Le journal parle également du Conseil national de la jeunesse. Fadimatou Iyawa, élu donc à la tête du bureau exécutif. C'est en page 3 du journal Info Matin. Et puis le quotidien de l'économie parle donc d'alerte, menace sur la filière avicole et blé. C'est à lire dans ce numéro. Et en même temps, on parle et on présente aussi le nouveau directeur de la BICEC, Sylvain Faure, qui est le nouveau directeur général de la BICEC également. Et tout ce qui a entraîné notamment sa nomination est contenu dans le journal, le quotidien de l'économie de ce matin. Et puis l'autre journal disponible, c'est Cameroun Tribune qui parle du contentieux des sénatoriales. Verdict ce jour à Yaoundé, le social-démocratique Front et l'UDC seront donc fixés ce mardi sur les recours introduits aux fins d'annulation des élections dans les régions du sud-ouest et du nord et de l'ouest, pardon. C'est en page 4 du journal Cameroun Tribune, le quotidien bilingue qui est également disponible dans les kiosques. Il y a bien d'autres sujets aussi que je vous invite à lire. Le journal Le Messager parle également ce matin des propositions de Monseigneur Mbarga pour sortir de l'impasse. D'ailleurs, l'archevêque métropolitain interpelle tous les Camerounais et en particulier les jeunes à participer notamment à la lutte contre l'insécurité qui mine d'ailleurs notre société. C'est à lire en page 7 du journal qui parle aussi de la CEAC-CEMAC vers l'harmonisation de l'instrument de commerce. C'est dans le journal disponible aussi ce matin. Le journal parle également de bien d'autres sujets que je vous invite à lire. Et en même temps, Mutation s'intéresse et nous apprend que c'est un jeune de 25 ans et qui a donc présumé en tout cas bourreau des gardes, en tout cas des jeunes filles, qui a donc posé un acte barbare. Il a violé 2 fillettes et s'est réfugié donc dans une église, mais il a été rattrapé par les forces de maintien de l'ordre, bien entendu. C'est dans le journal également à lire ce matin. Le journal parle également de l'agenda de Paul Biya avec les dossiers chauds de Paul Biya, du chef de l'État, qui sont également à découvrir dans Mutation de ce matin. Et puis voilà ce que la presse nous propose, et avec déjà nos invités. Camille Nelly, bonjour. Flavien Valonongo, bonjour et bon retour parmi nous. Nous savions très bien que vous n'étiez pas là. Les téléspectateurs l'ont constaté. En fait, nous ne l'avons pas dit, mais vous étiez du côté du Maroc, où vous avez palpé des dinars. De la Tunisie, vous avez palpé des dinars pendant toute une semaine. Bon retour parmi nous. Bonjour, chers téléspectateurs d'Equinox Télévision. En tout cas, on partait pour le travail et je rends hommage, bien sûr, à la direction générale d'Equinox Télévision qui m'a accordé cette occasion. Bonjour, Camille. Bonjour Flavien, bonjour Camille. Et je crois qu'après pendant votre absence, nous n'avons pas du tout chômé. Nous avons suffisamment mouillé le maillot. J'espère que vous avez eu les échos. Mais surtout, je voudrais dire un bonjour spécial à tous les touristes qui sont au Cameroun en ce moment. Vous savez que il se tient à Yaoundé aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre, le Conseil national du tourisme, parce que le Cameroun, c'est un vivier touristique indiscutable, malheureusement, mal exploité, et pourtant, le tourisme pouvait nous ramener beaucoup de devises au Cameroun. Ouais. Pourtant, nous avons un ministre du tourisme, Bello Bouba, qui a été Premier ministre dans ce pays, qui connaît ce qu'il faut faire, mais je me demande toujours qu'est-ce qui coince.
En tout cas, c'est une question, qu'est-ce qui coince? La réponse, c'est entre les décideurs qui savent exactement ce qu'il faut faire. Pour ceux qui ont la possibilité d'aller du côté de la Tunisie, à Sousse par exemple, c'est une ville touristique, donc vous aurez l'occasion en tout cas de vivre. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de visiter. D'accord. Oui, mais quand Flavien Valenmo, quand vous dites que vous posez la question de savoir ce qui coince, vous n'oubliez certainement pas que le tourisme a le plus petit budget. Dans le plus petit budget dans le budget de l'État. Vous savez très bien qu'on accorde juste une sorte de droit d'existence au tourisme, mais rien n'est fait. Rien n'est fait pour exploiter les multiples richesses touristiques du Cameroun. À un moment donné, on a commencé à dire que bon, le tourisme est malade à cause de la crise de Boko Haram, mais il n'y a pas que le tourisme dans le nord, l'extrême nord. Il y a toutes sortes de richesses touristiques aussi bien dans pratiquement toutes les régions de ce pays, mais tout simplement, il n'y a aucune volonté politique, il n'y a aucun moyen ennemi pour faire du Cameroun un pays comme comme Sousse, en tout cas. Oui, Sousse, mais regardez par exemple au Kenya. Même avec peu de moyens, on peut faire des grandes choses. Il ne faut pas l'oublier, Camille Nelly. Alors, donc, la nouvelle expression de ce matin parle du contentieux des sénatoriales. Verdict ce jour, c'est un rendez-vous très attendu par le Social Democratic Front et l'UDC. Oui, parce que justement, c'est même un galop d'essai également pour la Cour constitutionnelle, en dehors des attentes de ces deux partis politiques que vous veniez de citer là, à savoir le SDF et l'UDC. Parce qu'il faut rappeler que l'UDC a introduit un recours en annulation par rapport aux élections sénatoriales qui se sont déroulées à l'ouest Cameroun. Et pendant ce temps, le SDF voudrait qu'on annule les élections sénatoriales du côté du sud-ouest. Je crois l'un et l'autre parti, que ce soit l'UDC ou le SDF, ont de bonnes raisons de penser qu'on peut annuler, qu'on peut arriver à l'annulation. Surtout, je vais prendre un cas précis. Le recours en annulation introduit par le SDF par rapport au sud-ouest, où on a parlé d'insécurité, où on a vu un parti politique amener ses électeurs par hélicoptère. C'est de bonne guerre, mais il fallait trouver les moyens d'amener tous les électeurs. Il ne fallait pas circonscrire les électeurs uniquement du RDPC qu'on peut amener par voie aérienne. Qu'est-ce qu'on a pensé des autres électeurs qui sont du SDF? Sur un autre plan, il y a cette histoire de fermeture avant l'heure indiquée. J'ai passé tous ces jours-ci à éplucher le code électoral, Flavien, et il est bien dit que l'ouverture des votes, c'est à 8 heures. La clôture, c'est à 18 heures. Il est hors de question qu'on clôture le bureau de vote même à 17h55. Comme vous dites qu'il y avait des électeurs qui n'avaient pas encore... il pouvait encore avoir des électeurs qui étaient en train de venir voter. Vous avez vu que le plus gros taux d'abstention de ces élections sénatoriales sont venus du côté du sud-ouest. Justement, c'est là où le SDF peut avoir totalement raison. Mais entre la raison et le verdict de la Cour constitutionnelle, il y a un pas, il y a un grand fossé qu'il faut attendre. Parce que moi, je pense qu'il ne faut pas... il y a un principe de droit, je crois qu'Ami le connaît, pas d'intérêt, pas d'action. Il faut bien avoir l'intérêt, il faut bien avoir intérêt, parce que même si on annule les élections à l'ouest, je ne suis pas sûr que l'UDC, si on reprend les élections, pourra gagner. Je ne suis pas sûr non plus que le SDF, si on annule les élections du côté du sud-ouest, le SDF pourra gagner. Donc, moi, je me dis que c'est des recours juste pour la forme, pour prouver que le processus démocratique et électoral camerounais est en bonne voie et que la Cour constitutionnelle qui venait d'être mise sur pied est en train de prendre le pouls ou bien de faire les dossiers qu'on attend de lui. Alors, Camille, est-ce que le SDF et l'UDC peuvent s'attendre à quelque chose de positif? La question, on aura cette réponse en fin de journée, mais toujours est-il que quand on regarde par exemple le recours du SDF du côté du sud-ouest, où le SDF demande l'annulation de ce scrutin tout simplement parce qu'il y a eu un fort taux d'abstention, il faut d'abord commencer par comprendre que c'est une raison sociopolitique. D'abord, le véritable problème qui se pose de ce côté, c'est que les élites même qui font partie du gouvernement, qui font partie des instances dirigeantes de ce pays, n'ont fait aucun effort pour essayer de rassurer leurs postulants, leurs candidats postulants, et surtout essayer de resserrer les rangs. Ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui sont restés dans leur domicile. Et vous voyez aujourd'hui que l'épicentre des troubles, c'est au sud-ouest, ce n'est plus au nord-ouest, c'est au sud-ouest. Au sud-ouest, il y a des morts, il y a les attaques, il y a les kidnappings. C'est du côté du sud-ouest. Et du côté du sud-ouest, justement, on réalise qu'il y a une sorte de lâchage qui a été fait. Volontaire ou involontaire, on ne sait pas. Mais tu veux dire que les populations dans cette zone sont extrêmement fanatisées et sont même énormément écoutent
les sirènes des voix décisionnées, ce qui fait que c'était un terrain qui était complètement miné pour le RDPC. Et pourtant, le RDPC était bien parti pour gagner l'élection là-bas. Que le SDF estime qu'il faut annuler tout simplement parce que le RDPC lui-même, qui est victime de la propre défection la défection de ses propres candidats, on ne comprend pas très bien à quoi cela rime. Et c'est pour ça que je rejoins Casimir Lisée qui dit que si on annule ce scrutin, est-ce que le SDF pourra gagner l'élection? Maintenant, quand on part du côté du Noun, on sait très bien que le Noun, c'est un bastion inexpugnable à l'intérieur de la région de l'Ouest et que le Noun roule pour lui-même. L'UDC a son fief là-bas, mais seulement en ayant son fief là-bas, ça ne veut pas dire que l'UDC contrôle tout l'Ouest. C'est pour ça qu'on va bien voir quoi vont aboutir ces deux recours. Mais tu est-il que tous les journaux le disent, tous les journalistes le disent, ça va être le décès pour la Cour constitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle aura vraiment du véritable grain à moudre dans les élections à venir, à savoir les municipales et les législatives. Très bien, alors, donc le contentieux des sénatoriales, le verdict donc attendu ce jour du côté de Yaoundé. Et puisque vous avez parlé des violences et autres, on va lire également ce que le messager nous propose, parlant notamment de Monseigneur Marga, qui interpelle tout le Cameroun, tous les Camerounais et beaucoup plus les jeunes à comprendre qu'il y a l'insécurité et que chacun doit se battre à son niveau et également dénoncer tout ce qu'il y a comme acte barbare qui pourrait donc déstabiliser le Cameroun. C'est à lire donc dans le journal Le Messager de ce matin. Alors autre chose que je vous invite à découvrir, c'est bien sûr ce que la nouvelle expression propose, parlant de l'affaire Bissek, Alain Ripet, qui quitte finalement le Cameroun. C'est un sujet, et avec notamment le nouveau directeur général qui est connu. On sait que c'est en 2016 qu'il est arrivé. 2015. 2015, voilà. 2015. Le nouveau directeur, vous le savez, il s'appelle Sylvain Faure. Il nous vient tout droit de Calédonie. Mais ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est que c'est Alain Ripet, le directeur qui, je peux appeler le directeur fugitif, qui a créé tous les problèmes de la Bissek, parce que c'est sous son mandat. C'est lui d'ailleurs qui a porté plainte avec constitution de parti civil, comme pour dire, moi j'ai trouvé des choses, voilà ce que j'ai trouvé, puisqu'il faut se rappeler qu'il avait remplacé lui-même un certain Pierre Mailly, qui est accusé d'avoir été celui-là même qui a facilité toutes sortes de choses. Et souvenez-vous également que dans ce dossier, il y a pratiquement des grandes personnalités qui croupissent en prison, parmi lesquels un chef supérieur qui, lui, était directeur général adjoint, pour ne pas le nommer Ndouankou, mais également, je crois, c'est John Gando Bongué, qui est également là en prison. Et les chefs d'accusation qui pèsent sur la Bissek sont suffisamment graves pour que du jour au lendemain, Alain Ripet, qui a introduit la plainte, on l'extirpe doucement. Il y a la complicité de faux en écriture et en écriture privée de commerce. Il y a également une complicité d'abus de confiance aggravée, sans oublier l'escroquerie. Et on parle d'une masse de 50 milliards de francs CFA qui aurait disparu comme ça de la banque. On croyait qu'avec le dernier réaménagement du gouvernement, Jean-Baptiste Bokam, qui a été soulagé de sa charge à la gendarmerie, pouvait également répondre de ce problème-là. Malheureusement, l'affaire est en cours. Jusqu'à maintenant, il n'est pas encore inquiété, il n'est même pas cité, il a même été réconforté dans son poste de PCA. Mais l'affaire Bissek promet beaucoup de surprises, ça je vous le garantis. Très bien. Alors, lorsqu'on lit dans l'article avec le nouveau directeur, pour une structure qui connaît des difficultés du genre, on peut s'attendre à quoi finalement, Camille? Moi je suis d'abord surpris par le titre de la nouvelle expression. Alain Ripet quitte finalement le Cameroun. Il le quitte finalement pourquoi? Il devait quitter un jour. Et s'il quitte le Cameroun 3 ans après son arrivée... C'est à la suite des soubresauts qui animent bien sûr... Oui, mais les soubresauts, en fait, vous savez, Alain Ripet va rester comme l'homme qui a ouvert la boîte de Pandore. Mais Camille, n'oublie pas qu'au mois de novembre, on avait annoncé qu'il avait démissionné. Oui, donc quand on dit qu'il quitte finalement, ça veut dire comme annoncé, le voilà finalement parti. Ce sont des effets d'annonce. Il y a beaucoup de choses que les lanceurs d'alerte, que les analystes, les journalistes peuvent toujours balancer de temps en temps, sachant très bien que cette maison est dans une certaine traverse effectivement de turbulences, comme vous le dites. Mais ce que je veux dire, c'est que Alain Ripet est l'homme qui a ouvert la boîte de Pandore 6 mois seulement après son arrivée au Cameroun. Il est arrivé je crois en août 2015 et en juin 2016, il a balancé sa plainte qui a commencé à secouer la maison dans tous les sens. Mais il faut dire aussi, il faut reconnaître aussi, et moi je dis, il ne faut pas couper les cheveux en quatre, que Alain Ripet, en arrivant,
et a trouvé une situation assez confuse dans cette maison. Je pense que c'était dans son rôle de faire quelque chose pour que la saignée s'arrête, parce que cette saignée-là était en train de courir depuis plusieurs années. Je pense qu'il était question de sécuriser aussi sa place et sécuriser surtout la boîte qu'il avait envoyée au Cameroun. Donc s'il a ouvert la boîte de Pandore et si beaucoup de choses sont retrouvées sur la place publique, ce n'est pas, moi je ne pense pas que ce soit un traître ou quelqu'un qui a mal fait, mais disons qu'il était dans son rôle. Pour le reste, l'affaire elle-même, telle qu'elle est traitée et telle qu'elle devrait être traitée, moi je pense qu'il y a une différence fondamentale, parce que si les enquêteurs vont jusqu'au fond de particularités de ce dossier, on trouvera énormément de curiosité, d'analyse et d'anomalies. C'est pour cela que Alain Ripert aujourd'hui, qui quitte le Cameroun, pas pour être viré du groupe Banque Populaire, mais pour aller occuper des fonctions importantes ailleurs, quitte au Cameroun, il laisse un dossier derrière lui, et maintenant il laisse la BICEC qui est en train d'ouvrir une autre page, peut-être sans... Et quelle est la position de ces Camerounais en prison? Non, la position, il y a des Camerounais qui sont en prison, il y a aussi des Français qui sont toujours recherchés par la justice camerounaise, qui sont appelés à comparaître et qui ne comparaissent pas. C'est pour ça que lui, Alain Ripert, tourne la page de son séjour au Cameroun. Maintenant, la page qu'il laisse derrière lui et qui est en train d'être fermée, c'est la page de contentieux, de ce contentieux, même pas de ce contentieux, de cette évasion financière à l'intérieur de la BICEC qui va se poursuivre devant un tribunal, et on verra bien comment ça va se terminer, parce qu'il faut dire déjà que ça fait déjà pratiquement 2 ans que ça dure, ça traîne, il n'y a pas encore d'issue, mais ça avance tout doucement. Bon, maintenant, est-ce que la justice camerounaise va faire interpeller M. Maï, le prédécesseur de Ripert, là où il se trouve, comme on l'a fait d'Ataganakuna il y a quelque temps? On ne sait pas, mais tu as dit qu'il y a un mandat. En tout cas, on a annoncé cette interpellation depuis fort bien longtemps. Voilà, jusqu'ici, il n'y a pas de... Il est appelé. Est-ce qu'on a lancé un mandat international contre lui? Mais il y a le côté court, mais il y a également le côté jardin de cette affaire BICEC. Ce que le commun des mortels ne sait pas, c'est que la BICEC n'est qu'une filiale de la BPCE de Paris. La Banque Populaire actuellement connaît des difficultés sérieuses du côté de Paris. Et elle est en train d'envisager de libérer pratiquement tout son réseau africain, y compris la BICEC, c'est-à-dire elle serait en train de chercher un repreneur ou alors quelqu'un qui va prendre les actions qu'elle détenait du côté des entreprises africaines. Et c'est sûrement pour cette idée qu'elle se rend compte que M. Ripert peut être un frein à son objectif et qu'il fallait l'écarter d'une manière douce. Parce que vous voyez, on l'envoie administrateur tout simplement dans une outre-mer, administrateur de la même chaîne outre-mer, une façon juste de l'enlever et de le mettre à l'abri des problèmes et qu'il ne soit plus à même de contrôler quelque action que ce soit qu'on pourrait entreprendre. Et n'oubliez pas également que, comme je l'ai dit, la BICEC étant une filiale de la Banque Populaire de France, la BICEC constitue le réseau le plus important de cette banque en Afrique, parce que la BICEC a environ 40 agences. Très bien. Alors donc on parcourt l'article en page 3 de la Nouvelle Expression ce matin. Tout ceci c'est pour comprendre un peu le traitement qui a été réservé à ce sujet. Donc c'est en page 3. Et on va lire aussi autre chose. On parle de la nécrologie avec la misère qui emporte Onana Elundu. Vous vous souvenez bien entendu de ces derniers, l'ancien défenseur des liens notables et qui est décédé donc dans la nuit de dimanche à lundi, mais dans une situation, dans une précarité au père à l'âge de 67 ans. Vous étiez très jeune, Flavien Ballon, en 1982, quand Onana Elundu a représenté le Cameroun lors de la Coupe du Monde de 1982. Il était déjà défenseur à l'équipe de fédérale de Fumban. Et là-bas, on l'appelait le panka, c'est-à-dire que le guerrier. Et je vous assure que la prestation qu'il avait faite pendant ce mondial a été mémorable. D'ailleurs, l'année d'après, en 83, il a confirmé son talent et sa combativité en raflant dans son équipe à rafler la Coupe du Cameroun dans l'année d'après. Mais Onana Elundu, après ce mondial, et après une carrière qui n'a pas beaucoup évolué après 82, est rentré dans l'anonymat, mais c'est un gardien de prison qui lui-même a eu des dividendes, non seulement de cette randonnée camerounaise en coupe du Monde, mais toujours est-il que lui-même, sur le plan professionnel, était gardien de prison. Entre-temps, il a eu le temps d'abandonner le sport avec l'âge. Vous voyez, il est mort à 67 ans, mais il est
il est devenu un gardien de prison retraité. On ne peut pas dire qu'il n'avait rien du tout. Mais disons que quand les journalistes... Quelqu'un qui a joué pour l'honneur, quand même, d'un pays... Il a joué pour l'honneur, mais à ce moment-là, je suis d'accord avec vous. C'est une question de volonté politique, non seulement de notre gouvernement, mais surtout des structures chargées du sport, telles que la FECAFOOT, telles que le ministère des Sports, pour essayer d'assurer ou bien de continuer à accompagner les anciennes gloires dans leur après-carrière. Donc aujourd'hui, effectivement, bon, Info Matin nous dit qu'il est mort dans un dénuement total. Bon, on ne va pas faire un procès, on ne va pas discuter du titre, mais disons qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendaient, ou bien qui souhaiteraient bien que ces joueurs, ces vedettes du sport qui ont porté très haut le drapeau du Cameroun à l'international, et qui ait un peu plus de considération pour eux après qu'ils laissent le sport. Ce n'est pas le cas. On le voit avec les anciens combattants quand même aujourd'hui, qui ont quand même un responsable qui gère un peu ce secteur-là, même s'il y a toujours des éclats de voix, des pleurs de certains militaires et gendarmes à la retraite. Les militaires et les gendarmes en retraite n'ont pas plus rendu service à la nation que ces footballeurs qui sacrifient de leur sang, de leur vie pour représenter valablement le Cameroun à l'extérieur. Et vous savez qu'on a l'habitude de dire aux grands hommes, la nation reconnaissante. Malheureusement, aux sportifs camerounais, la nation n'est jamais reconnaissante. Lorsque vous voyez comment ces joueurs-là finalement meurent dans une précarité indescriptible. Je vais vous citer quelques cas. Fédé, en 2013, est décédé dans l'anonymat total. Lui, Paul Fédé, vous vous souvenez de ses feintes, son pied gauche magique devant les grandes nations de football au Mondial 90. Massine Benjamin venait de mourir. Heureusement que lui, Elundu a au moins assisté aux obsèques pour mourir lui également aujourd'hui. Il y a également les Séké, Léonard Séké, qui sont décédés dans la précarité totale. Ils ne sont pas seuls. Il y a Mbappé Lepé, Ngong Diep, Jean-Louis Mama, Enama, et la liste est très longue. Et justement, ça devrait attirer l'attention des membres du gouvernement. Camille a parlé tout à l'heure de la Fédération camerounaise de sport et du ministère. Souvenez-vous que de tous les footballeurs qui sont décédés, il y a pratiquement 2 ou plus qui ont eu droit aux hommages qu'on connaît. Marc-Vivien Foé, en 2003, lorsqu'il décède au stade de Gerland, et Doctal, Abega. Les circonstances qui ont accompagné en tout cas cette... Et justement, c'est les circonstances-là qui ont accompagné. Et c'était le cas de Dr Abega, qui lui également a bénéficié du fait qu'il était homme politique et maire dans une mairie de Yaoundé. Ce n'est pas parce qu'il était footballeur qu'ils ont eu droit à ces avantages-là. Donc il faudrait que le ministère des Sports, que le Comité national olympique, que la FECAFOOT prennent des décisions pour rehausser l'image ou bien l'honneur de ces sportifs-là. Et vous voyez que tous les jours, c'est des sportifs camerounais qui préfèrent aller jouer ou bien s'exiler. Vous avez connu le cas de Mbango, vous avez connu le cas des boxeurs et beaucoup d'autres athlètes camerounais qui préfèrent aller jouer hors du pays, en France ou dans un autre pays où ils auront plus de considération. Très bien. Mais vous connaissez l'hypocrisie quand même des hommes. Chaque fois que tous ces joueurs, tous ces anciennes vedettes meurent, même si pendant leur vie, l'État n'a pas beaucoup pensé à eux, mais le jour de leur mort, vous voyez toujours plein de responsables du ministère, plein de leurs anciens collègues, plein de ça, gens qui viennent verser des larmes. Des larmes, dire comment il était plus bon, on l'a beaucoup encadré. Il y a même des moments où vous ne soyez même pas surpris que la FECAFOOT ou la Ligue nationale ou le ministère envoie une enveloppe ou un cercueil pour cela. Mais moi, je dis ce n'est pas ça le problème. Comme on l'a dit, il faudrait qu'il y ait une réflexion, et pas seulement initiée par le gouvernement, mais même par les joueurs eux-mêmes. Et que ce soit ceux qui sont dans l'actif, que ce soit ceux qui sont dans les syndicats, pour qu'il y ait une il y a tout un syndicat, en tout cas, des joueurs, des footballeurs camerounais qui existent, et on sait qu'il y a des actions qui sont également menées, mais jusqu'où sont menées ces actions, jusqu'à quel niveau, c'est la question de toute façon. Mais on sait quand même que le journal Info Matin est revenu sur les circonstances de la mort
l'environnement dans lequel il vivait et tout le reste. C'est à lire en page 11. Mais moi, ce qui m'a beaucoup fait plaisir, Flavien Malonongo, c'est cette photo misérable de Nana Boubelou. Nous, comme met sur la première page de l'Info Matin, moi je pense qu'il aurait été bien qu'on mette sa photo pendant son périple espagnol. C'est-à-dire que, ou pendant qu'il était fédéral de football, mais pas une photo où il est tout malingre, tout sale, avec des babouches complètement misérables. Non, moi je pense qu'il faut aussi, il y a aussi une certaine décence à accorder aux personnes qui viennent de mourir. Donc, j'ai pas beaucoup apprécié cette photo. Il y a au cœur du journal quand même une photo où il tient le trophée. C'est celle-là qu'il fallait mettre à la une. Également parcourir le journal et revivre encore ces moments-là. Alors la nouvelle expression de ce matin revient sur, puisqu'on parle de décès, nécrologie, il y a Winnie Mandela qui est également décédée, l'épouse de Nelson Mandela, qui lui il est décédé bien avant. Je crois que Winnie Mandela, qui décède aujourd'hui à l'âge de 81 ans, devrait être un exemple pour les Africains, un exemple pour les filles africaines et les femmes africaines, et même pour les hommes, parce qu'elle a été d'un courage indescriptible aux côtés de son mari, qui, alors qu'elle venait à peine de se marier en 1958, son mari a été arrêté en 1962 et a fait pratiquement 27 ans de prison. Pendant les 27 ans, elle est restée une héroïne pure et dure, même si à la libération de son mari, on a raconté un peu de tout sur son dos, pratiquement ces histoires d'infidélité qu'on a vu, alors que pourtant, pendant les 27 ans, elle est restée avec les 2 enfants que son mari lui avait donnés. Ça veut dire que c'était une femme. Mais elle était une femme bien accomplie, une femme qui peut avoir ses erreurs et ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Et n'oubliez jamais que cette histoire d'adultère, c'est une histoire pour laquelle personne ne peut dire qu'il est blanc comme neige. Rappelez-vous, Camille le sait très bien, lorsque Jésus on avait voulu lapider une femme devant Jésus, ça c'est écrit dans la Sainte Bible, c'est lui, Jésus, qui a dit que la personne qui n'a jamais péché lance la première pierre. Et personne n'a jamais lancé la première pierre jusqu'à aujourd'hui, parce que tout le monde est coupable. Mais elle, au moins, est restée une héroïne. La chair est faible. La chair est faible. Absolument, absolument. Alors, 38 ans de mariage et 2 filles, c'est quand même ce qu'elle a pu respecter, au moins. Non, moi je pense que ce qu'il faut retenir de Winnie Mandela, c'est que c'est son nom, Mandela. C'est le fait qu'elle était l'épouse de Nelson Mandela, qu'elle a milité pour la libération et l'émancipation des populations de la communauté noire en Afrique du Sud. Elle a mené une vie politique assez conséquente. Bon, pour le reste, il ne sert à rien d'entrer dans sa vie, dans ses tourments conjugaux ou extra-conjugaux, mais toujours dire que ce qu'on retient d'elle aujourd'hui, quand on dit Winnie Mandela, c'est le nom d'une femme qui s'est battue, qui a attendu pendant près de 30 ans que son mari sorte de prison et qui était un symbole pour la jeunesse aussi bien sud-africaine que africaine en général. Donc moi je pense que cette dame-là mérite très bien qu'elle repose en paix et qu'on se souvienne qu'elle a mené le bon combat. Très bien. Donc l'article est contenu dans le journal La Nouvelle Expression de ce matin, parlant notamment de Winnie Mandela, qui est décédée, donc l'ex-épouse de Nelson Mandela, et héroïne même de la lutte contre l'apartheid, est donc décédée à Johannesburg. C'est à lire en page 12. Alors on va dire un mot avant de sortir sur le Conseil national de la jeunesse, avec Fadimatou Iyawa élu, donc à la tête du bureau exécutif. Ça n'a pas été facile, mais elle remplace quand même quelqu'un qui a traîné beaucoup de casseroles aussi. Oh, même s'il a traîné beaucoup de casseroles, n'oubliez pas qu'il a eu une nomination. Hein, c'est un peu comme si le Conseil national de la jeunesse est la porte d'entrée à des postes de responsabilité. Donc c'est pour cela que le Conseil national de la jeunesse attise beaucoup de convoitises. Beaucoup de personnes veulent contrôler ce conseil-là. Et Fadima Touchi est la première dame, la première femme à occuper ce poste, sait de quoi ce poste est capable, et sait jusqu'où on peut aller lorsqu'on a été président du Conseil national de la jeunesse. Et espérons également que le ministère de la jeunesse qui contrôle cela va essayer de ramener un peu de calme, parce qu'il y a eu trop d'échauffourées, il y a eu trop de problèmes, il y a eu trop de choses pendant les élections. On a écarté beaucoup de personnes qui étaient des postulants, tout simplement parce qu'il fallait préparer sur un fauteuil douillet
Fadima Tou qui a pris finalement le poste. Voilà. Moi, je pose une seule question. Elle est âgée de 25 ans, il faut le rappeler. Oui, ça ne sert à rien. Même si elle a 15 ans, moi je pose une question. À quoi sert le Conseil national de la jeunesse depuis qu'il est là? Non, j'ai dit que c'est le passage obligé. Oui, mais il fait quoi? Pourquoi faire autant de bruit sur une structure qui ne sert à rien, qui est là juste pour la forme, pour le prestige, et qui en réalité ne résout aucun problème de la jeunesse camerounaise? À quoi ça sert le Conseil national de la jeunesse? Et on voit ça dans les titres des journaux aujourd'hui. On nous fait croire que c'est un exploit, c'est quelque chose de formidable. À quoi sert le Conseil national de la jeunesse? Très bien. La réponse est à lire en tout cas dans le journal Info Matin, en page 3. Merci à vous, chers messieurs. Bon retour à vos différentes rédactions. C'était un plaisir. Demain, nous serons encore là, toujours avec le même plaisir. Bonne journée à tous.